Salut tout le monde, juste avant que l'épisode commence, on voulait s'excuser avec Julien parce qu'on a eu quand même pas mal de problèmes de son, vous allez le voir dans le podcast. Donc voilà, c'est un peu le début, c'est vrai que c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire et du coup on maîtrise pas tous les éléments un peu techniques du son, etc. Donc voilà, juste veuillez nous en excuser, on essaiera de régler ça le plus vite possible, merci. Bon, salut tout le monde, aujourd'hui c'est le premier épisode de notre podcast, du coup, la Vista, épisode numéro 1, on est avec Julien. Salut les gars, très content d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, alors faut savoir que du coup c'est le premier épisode. Ce qu'on compte faire, c'est des épisodes à la fois sur tout ce qui tourne autour du basket, mais aussi des thèmes plus généraux, style film, etc. Enfin vraiment des choses beaucoup plus classiques. Ce qui nous passionne, quoi. Donc pas de soucis si vous n'êtes pas un fan de basket ou etc. Il y aura rien pour tout le monde, tout simplement. Aujourd'hui, on aborde le thème de la NBA Europe. On sait que depuis les Paris Games en janvier, c'est un sujet qui tourne beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias basket. On va donner nos avis avec ce que l'on sait aujourd'hui de la NBA Europe, qui est quand même assez flou comme projet, hein. Il y a quand même pas beaucoup d'informations. Et on finira aussi avec tout ce qui est français en NBA, la comparaison entre le jeu européen et le jeu outre-Atlantique, si je puis dire. Tu peux le dire. Et voilà, ce sera déjà un épisode bien rempli. On compte faire des formats à peu près de 30 à 50 minutes globalement, sans mettre de restrictions. Un petit épisode net parce qu'on est à 50 minutes. Et voilà, c'est le projet, c'est l'idée de base en tout cas. Bien alors, sans plus attendre, la NBA Europe. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la NBA Europe, Julien? C'est simple. Adam Silver, tout en restant très flou comme il le fait d'habitude, que ce soit au niveau des réformes du All-Star Game, etc., a parlé. Alors c'est un sujet qui revient sur la table depuis de nombreuses années maintenant, au moins 4-5 ans, mais c'est un peu plus, on a l'impression que c'est un peu plus précis, réaliste, en tout cas construit aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'il veut faire une ligue indépendante, un peu comme la Ligue africaine, mais européenne du coup. Donc vraiment une ligue complètement indépendante de la NBA avec une dizaine d'équipes, c'est le projet de base. On sait que Tony Parker était favorable à une telle ligue. Il l'a dit au Stephen Brunch. Émission de Stephen Brunch c'est sur RMC. RMC Sport, ouais. Voilà, lui, il est complètement pour et il souhaiterait que l'Asvel en fasse partie d'ailleurs. Compréhensible. Mais ça divise quand même pas mal l'opinion publique sur le basket parce que on a évidemment l'Euroleague qui ne semble pas avoir son mot à dire là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, moi je trouve que c'est très dommage. Je vais parler purement d'un point de vue basket au début, parce qu'en fait il y a vraiment un enjeu économique là-dedans. Et comme on le sait, la NBA, de toute façon, c'est une des ligues les plus puissantes du monde économiquement. Donc, de toute façon, c'est ça qui va jouer en premier. Mais moi, en tant que fan de basket, ce que je vois, c'est quoi? Ce que je vois, c'est que la NBA va venir en Europe. Donc, si la NBA vient en Europe, le jeu typiquement Euroleague européen, comme on connaît, avec de fortes tactiques, c'est vraiment de la stratégie, un jeu très européen, donc c'est partage de balles, c'est du vrai basket comme nous on l'a appris et comme nous on a pu le connaître. Et en fait, le problème là-dedans, à mon sens, c'est que ramener une franchise NBA, c'est très bien. Ça va faire rayonner des clubs qui n'ont peut-être pas la possibilité de rayonner autant avec l'Euroleague parce que moins de visibilité, et puis pas le terme NBA en fait, tout simplement. Mais on va arriver à un jeu caricatural comme on a en NBA en ce moment, quoi. Donc on va arriver à du 1-1 pendant 40 minutes, 48 minutes. En plus 10 équipes, j'ai un peu de mal à voir comment tu peux construire une ligue avec 10 équipes, honnêtement. Ça risque d'être... Après, ce sera, voilà, ils parlent des équipes pour le lancement en tout cas. Oui, J'ose espérer que c'est amené à évoluer parce que 10 équipes, on a un peu du mal à se représenter le format du championnat. On sait aussi qu'il y a le Paris Basket qui était intéressé. David Kahn, le président, était clairement en faveur de la création de la NBA Europe. Il a accordé une interview dans laquelle il dit, je cite, «Aujourd'hui, l'Euroleague est un produit fantastique, mais je pense que tout le monde à l'Euroleague sera d'accord pour dire que jusqu'ici, ce n'est pas un succès commercial. Les clubs perdent de l'argent
pour que cela soit une réussite, il faudrait trouver un système qui assure à minima 50% des revenus. Donc, comme tu l'as dit, c'est vraiment l'argument commercial là, qui est mis en avant, l'argument financier. Euh, et on a l'impression qu'en fait, on parle pas du tout du jeu. On parle pas du tout. Alors, c'est vrai que c'est assez simple de mettre ça sous le compte des finances, mais on a quand même une opposition de style qui est totale, dans le sens où est-ce qu'on a vraiment envie, en Europe, de voir une ligue comme la NBA, on sait son fonctionnement, on sait aussi qu'ils sont très bons en tout ce qui est droit TV, communication, là, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Mais, enfin, je sais pas toi, je sais que ça dépend beaucoup du public, de ce que vous avez l'habitude de regarder. Mais rien qu'hier, moi, je regardais, parce que là, du coup, on est le 24 février, alors on tourne. Je regardais Knicks Cleveland, Knicks Boston. Boston, pardon. Ce sont des équipes très solides quand même, enfin, surtout Boston, des équipes très solides, donc vraiment ce qui se fait de mieux en NBA. Moi, je dis pas que ça joue pas bien, mais je prends de moins en moins de plaisir à regarder, quoi. Ah, moi honnêtement, depuis quelques temps, je trouve que certains matchs NBA, c'est cata. C'est c'est de la caricature. J'ai regardé le résumé, rien que la première action en fait. Première action, c'est une faute qui est cata, délancée tout de suite. Et puis il y a aussi la problématique de comment les matchs NBA sont faits. C'est 48 minutes. En fait, c'est fait pour être un show à l'américaine. C'est pas fait pour être un show à l'européenne. Bah, d'où la durée des temps morts, tout ça. Exactement. Et en fait, je pense que nous, en tant que Français, on pense comme ça, alors que je pense qu'en Europe, on est déjà l'un des pays les plus suiveurs et les plus férus de NBA. Je pense aux équipes ou aux supporters des équipes de l'Est, Belgrade, Panathinaikos, tous ces clubs-là. Les gars, je pense que NBA ou pas, ils en ont rien à faire. Et ça qui est intéressant, c'est que, alors d'après les infos qui sont sorties, c'est-à-dire peu d'infos, la, la Grèce, la Serbie et la Turquie sont exclus du projet pour l'instant. Ouais, bah tu vois, pour moi, c'est là où c'est pas viable. C'est qu'à mon sens, tu peux pas faire une ligue de basket européen sans ces trois pays-là, qui sont trois pays quand même, enfin vraiment majeurs de chez majeurs du basket européen, que ce soit et dans les supporters et dans les fans, dans ce qui se fait vraiment autre que le jeu, et dans le jeu. On le voit à chaque fois, Serbie, ça passe à un rien de taper les USA en demi. En fait, le jeu européen est basé sur ces pays-là. Ça surtout, c'est des pays, bon alors la France, on a quand même un championnat très solide en termes européens, je veux dire. Voilà, on va pas revenir enfin en tout cas pas aujourd'hui sur le débat des championnats européens, c'est d'ailleurs un sujet qu'on pourrait aborder. Mais niveau atmosphère, niveau culture basket, on est quand même sur des pays. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer des discussions sur une potentielle ligue en Europe où tu supprimes la Grèce, la Serbie et la Turquie, quoi. Ça n'a aucun sens. Enfin, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. En fait, leur but, de ce qu'on lit pour l'instant, c'est d'aller voir, enfin, de monter des filières un peu basket sur des clubs de foot. Ça parle de Manchester City, du PSG maintenant. Donc, en fait, le Paris Basket, pour l'instant, c'est tranquillement mis sur le côté parce que le PSG, c'est quand même beaucoup plus d'oseille. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc, en fait, on n'a quasiment aucun argument en faveur du jeu, en fait. Non. Mais le problème, il est là, en fait. C'est que c'est des décideurs. Les décideurs, ils sont là pour se faire de l'argent. C'est des patrons. Le patron de Paris Basket, j'avais assisté à une conférence de lui à Paris où il en parlait de ça, justement. Et il disait, à juste titre, que les franchises, enfin les clubs européens doivent s'inspirer du modèle économique de la NBA. Ce qui est vrai. Mais ça veut pas dire que parce que tu t'inspires de ce modèle économique-là, que tu deviens une franchise NBA. Là, tu dénatures totalement tout. Si tu fais un Paris Basket en NBA, en plus, c'est ce qu'ils sont en train de construire là, il n'y aura plus aucune attache réelle au club, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je pense que les vrais fans, ceux qui étaient là à Carpentier, quand ils jouaient devant 300 personnes. Et encore, le Paris Basket, c'est un club. Alors, si on prend la chronologie du basket, le Paris Basket, c'est en 2018 qu'il est monté le club. Donc, l'histoire, pour l'instant, elle est très réduite. Alors, Exactement. leurs performances, ça ajoute un autre débat, elles sont exceptionnelles. On passe de 2018 en Pro B. Là, on est en 2024, on est top 8 de l'Euroleague. Je crois, ouais. On a été premier de l'Euroleague pendant très longtemps. On a fait une série, je crois que c'était 11 victoires d'affilée. Donc là, c'est pas du tout le sujet. Mais je pense à des équipes historiquement beaucoup plus implantées, qu'on a eu plusieurs Final Four. Je pense à l'Olympiakos, je pense à Panathinaikos.
comment ça va être reçu, les fans? Est-ce que on enfin, si j'essaie de me mettre dans la peau d'un fan, grec, j'aurais vraiment du mal à accepter cette idée-là de switch de l'Euroleague à la NBA Europe. Alors qu'en plus, on a connu, tu sais, un peu des bifs, on va dire, entre le Pana qui disait que il pourrait aller jouer en NBA et gagner des matchs, etc. Il voulait même recevoir les Celtics pour voir un peu comment les Celtics réagiraient dans une ambiance pareille, etc. Ils n'ont pas l'air d'être hyper bienveillants à cette idée-là, en tout cas. Je pense qu'ils sont totalement hostiles à ça, que ce soit les joueurs. Parce qu'il y a ça aussi, hein, on parle pas beaucoup des joueurs. Mais à mon sens, les joueurs qui jouent en Euroleague, ils sont là pour jouer en Euroleague. Certains sont là, comme on a vu avec Gershon ou avec d'autres, pour jouer en Euroleague, pour se relancer dans leur carrière et aller en NBA. Alors attention, parce que si on parle de ça, je pense que les joueurs aussi, si on prend l'exemple de Gershon, alors oui, il y a la chance d'aller en NBA, mais il y a aussi le côté économique. Ah bah oui. Je pense qu'avec une NBA Europe, de toute façon, ils n'auront pas le choix, hein, pour attirer, pour faire passer l'idée, pour attirer de la hype, il va falloir mettre des salaires énormes. Bien sûr, mais le problème c'est que, t'as vu, moi je pense que économiquement, les joueurs qui feront partie de ces 10 franchises-là gagneront forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent en Euroleague, parce que ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Économiquement, pour les joueurs, c'est plus intéressant. Par contre, si on garde le format Euroleague avec les équipes restantes, on va dire, ou alors un autre format avec les équipes qui restent, qui font pas partie de la NBA Europe, eh ben, comme la NBA Europe va prendre des parts de marché en Europe, bah, les salaires vont aussi réduire, à mon sens, pour les équipes qui restent. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas si les joueurs qui sont... Tu sais, on va dire il y a les top joueurs européens, où eux, voilà, on sait qu'ils seront dans la NBA Europe, dans une franchise NBA Europe, et tu as les bons joueurs européens, genre de rotation, etc., qui font partie de l'Euroleague, qui seront pas assez bons pour faire partie des 10 franchises de la NBA Europe, ben eux, je pense qu'ils seront totalement hostiles à ce système, parce qu'ils gagneront moins d'argent, ils auront moins de visibilité, et en plus le jeu sera totalement dénaturé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais même si l'Euroleague reste l'Euroleague, je pense qu'avec la NBA Europe, tout le jeu européen va être calqué sur le jeu NBA, après, et ça va se retranscrire. Après, ça reste des hypothèses, parce qu'on... Oui. En fait, d'où vient le jeu NBA? Pour moi, c'est avant tout du rythme. C'est-à-dire que là, typiquement pour prendre l'exemple, ça va être la semaine prochaine ou celle d'après encore, les Lakers, ils jouent 6 matchs en 8 jours. Donc, alors oui, on peut se plaindre voilà, c'est quand même du jeu où parfois ça se bagarre pas énorme en défense, par exemple. Ça court pas toujours, mais il faut quand même pas oublier qu'on a sur une saison de 82 matchs hors playoff, donc n'importe quelle équipe a fait 82 matchs avec des back-to-back, parfois avec un jour entre les back-to-back. Les Lakers, ils font back-to-back, jour de repos, back-to-back, jour de repos, back-to-back. Ah, c'est chaud. En fait, les organismes, ils peuvent pas suivre. Si on peut pas demander à des joueurs de NBA de mettre le rythme qu'ils ont en Euroleague, qui est déjà un rythme très élevé, avec leurs matchs d'Euroleague, les potentiels matchs de coupe, même si c'est terminé quasiment, et les matchs de championnat. On est quand même sur au moins deux matchs par semaine. Ouais. Voilà, dans les grandes semaines, ça peut pousser à 3-4. Donc, tout dépendra de... Voilà, si on prend ce que tu disais tout à l'heure, de est-ce que on va perdre cet ADN européen de jeu tactique, collectif, défensif, etc. Est-ce qu'on va perdre cet ADN-là en voyant arriver la NBA Europe? Je pense que ça va dépendre aussi du format de la ligue, c'est-à-dire que 10 équipes, enfin en tout cas sur les débuts, ça m'étonnerait qu'on joue 4 fois par semaine. Je suis d'accord, mais il y a à mon sens aussi, ce qui joue dans le fait que la NBA soit devenue ce qu'elle est aujourd'hui, il y a le rythme, mais il y a aussi le fait que les joueurs sont de plus en plus forts en fait. Tu vois? Ah ouais. Bah oui. Je pense que là, si on fait un listing de joueurs qui sont capables d'en mettre 25-30 par match, mais t'as une liste énorme. Enfin, moi, j'en vois quasiment un dans chaque franchise. Tu vois, hors les franchises vraiment... Non, mais quel lien tu fais entre ça et quel lien tu fais avec ça et le manque de défense, etc. Bah, le truc, c'est que plus un joueur est fort offensivement, plus c'est dur de le tenir. Et je pense qu'en fait, il y a eu trop un gap entre l'évolution offensive des joueurs et l'évolution défensive. C'est qu'offensivement, quand tu progresses offensivement et que tu as un bag illimité, je pense à des KD, des Kyrie, des gars comme ça, tu peux faire... Enfin, le nombre d'exemples qu'on a eu devant nos yeux où le défenseur ne peut pas mieux défendre. Hors un contre, mais je veux dire, c'est indéfendable.
Et ils marquent quand même, parce que les gars, c'est des aliens. Un Wemby, des gars comme ça, il y a 15 ans, des gars de 2,15 qui étaient capables de tirer, courir, shooter. T'avais quoi? T'avais Kristaps, quand il est arrivé, mais c'est bien moins mobile que Wemby. Ouais, alors qu'à l'époque, c'était déjà, pour nous, c'était vraiment un alien. Pleine révolution. T'as KD, mais KD c'est déjà quand même 15 cm de moins, quasiment, que Wemby. Allez, t'en avais 2-3. Là maintenant, tu vois, toute proportion gardée, parce que c'est pas une superstar, c'est pas un joueur majeur, mais t'as des bol-bol qui sont quand même capables de faire certaines choses. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils sont quand même capables de... Le mec est quand même capable de tirer à 3 points, de courir, tout ça. T'as des Wemby, se dire qu'en fait c'est en train de monter, et t'as des aliens maintenant. Tu vois les frères Thompson. Ouais, mais tu vois, C'est indéfendable. moi, là où j'irais à l'encontre de ce que tu dis, c'est que là, à l'heure actuelle en NBA, franchement, c'est même pas la défense qui m'interpelle le plus, on va dire, c'est vraiment l'attaque, moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, peu importe le temps qui reste sur le chrono, si j'ai un tir un minimum ouvert, mais vraiment un minimum à 3 points, je vais le prendre. Mais tu sais, ça me fait penser à ce qu'a dit... Tellement de possessions maintenant, je regarde combien de possessions en moyenne, c'est terrible, hein. C'est atroce, hein. À ce qu'a dit Draymond Green il y a une semaine à peu près maintenant, à la fin du All-Star Game, qui a beaucoup critiqué la NBA dans ses sorties récentes. Il les a démontés, à juste titre ou non, mais là-dessus, moi je suis d'accord. Draymond Green, justement, disait que la NBA devenait caricaturale. Ouais, avec l'idée que chaque équipe imite, il n'y a pas de caractère, etc. Ce gars-là, il est dans une des franchises qui a le plus influencé toutes les autres. Parce que le jeu des Warriors a été pompé par beaucoup. Tu vois Boston, c'est le jeu des Warriors il y a 6-7 ans. Ouais. C'est 5 au large, ça dégaine, ça dégaine, ça dégaine. 20 secondes sur la possession, ça prend des tirs à 12 mètres. Et bah oui, forcément, quand les mecs mettent dedans, c'est indéfendable. Mais le problème, c'est que tout le monde n'est pas Boston, tout le monde n'est pas Golden State. Et après, ça donne des équipes totalement catastrophiques. Si je reprends l'exemple du match que j'ai regardé hier des Knicks contre les Celtics, ils ont commencé super fort. Alors, dans leur style de jeu, c'est-à-dire beaucoup de passes enfin, c'est quand même un jeu plutôt collectif pour une équipe NBA, parce qu'on a quand même 5 postes qui sont bien remplis. C'est pas, il y a pas, c'est pas, il y a le ball et puis bonne chance. C'est vraiment, t'as Drew Holiday en défense. Là, pour le coup, en défense, lui fait pas son blanc. Ouais. Jalen Brown, Stabs, Derrick White, Tatum. Donc, pas mal de passes. Des tirs à 3 points, ça rentrait, c'est très bien. Bref. New York, ils sont à moins 15 en 6-7 minutes, tu vois. Et je me dis, c'est en vrai, des tirs extérieurs qui rentrent pas en plus. Ils commencent Kata. Là, on se dit, mais pas un panier dedans. Et je me dis, ça, quand t'as à moins 15, c'est le début du match, tu sais, au lieu de un peu de remettre ton jeu en question, au moins sur ce match, ou au moins sur le carton, même pas sur le match. Et non, ils ont continué à arroser comme des grands pieds, jusqu'à se dire, bah, ça va rentrer à un moment donné. Alors oui, il y a de la confiance qui rentre en jeu, et les Knicks sont loin d'être la pire franchise de NBA. Quand ils sont là, ils sont vraiment là pour le coup. Mais je me dis, en fait, comment c'est coaché ces équipes-là, tu vois? Comment tu coaches ça? C'est là où j'allais en venir, c'est que là où c'est terrible, c'est qu'on parle des Knicks là, alors que les Knicks, c'est quand même coaché par Thibodeau, qui est l'un des coachs défensifs les plus réputés de NBA. C'est un gars, il y a quand même des Josh Hart, il y a quand même des gars, des Anunoby, t'as quand même des gars qui savent défendre et qui sont capables de défendre. Carl Anthony Towns, c'est pas le plus grand défenseur. Ce qui est dur. c'est quand même un mec qui fait 2,15. Tu vois ce que je veux dire? Un Carl Anthony Towns, c'est pas un bon défenseur, mais il doit être capable. Ouais, c'était panier raté, je regarde les arbitres. Et ça, mais c'est tout le long du match, quoi. Mais C'est ça, si une équipe comme New York, avec un coach comme ça, un effectif comme ça, n'est pas capable de se dire quand je suis à moins 15, ben tu sais quoi, je vais arrêter d'arroser à 3 points, je vais me foutre le cul par terre et je vais défendre le fer, eh ben forcément que quand t'as des Washington ou des équipes monstrueuses comme ça, je prends les Kings en exemple parce que je suis fan des Kings, c'est cataclysmique. Je pense qu'une équipe de R2 peut leur mettre 10-3 points dans la tronche, tellement ils ne défendent pas. ça, en fait, on s'en rend pas compte parce que la NBA, bon, c'est la nuit, etc. Tu vois, on a chacun a sa vie, son tas, ses études. Tu peux pas regarder tous les matchs, tu vois. Mais quand tu regardes les résumés, tu t'en rends pas compte de ça. Parce que tu vois les bons moments, mais quand tu regardes un match, parce que moi je regarde souvent les matchs aux heures françaises, tu vois, quand je regarde en entier, je veux dire, mais c'est long, quoi. C'est long.
Je trouve ça long. Alors pourtant, je regarde des matchs depuis très longtemps, mais je me le fais de plus en plus. Alors, pour en revenir à notre sujet de base, c'est quand même la NBA Europe. Je regarde un match d'Euroleague. Quel pied, quoi. Quel pied. Tu vois, un match d'Euroleague, une équipe qui prend un 15-2, qui prend une valise dès le début, tu sais que déjà, il y aura temps mort avant ça. Il y aura une énorme soufflante sur le banc. Le coach, ça va pas être allez, je parle pendant 30 secondes, ensuite t'as Dessine un play un peu tout. voilà, t'as Mastar qui va encourager le mec qui tire du milieu de terrain pour ses 10 000 $. Non mais tu vois, les mecs ils vont être là, ils vont être focus, ils vont écouter le coach, et puis il va y avoir des ajustements. Les coachs ils vont arriver, ils vont prendre la plaquette, ils vont dire ah bah tu sais quoi, on se fait détruire à 3 points, et bon on va faire une zone 3-2. Et là ça va être relou. Et inversement, l'équipe qui va se manger la zone 3-2 dans la gueule, et bah tu sais que ça va attaquer la zone correctement. Il va y avoir des presses, il va y avoir des trucs mis en place. En NBA, c'est quoi? L'équipe qui a démocratisé un peu la zone ces dernières années, c'est Miami. Quand ils étaient en finale contre Denver et tout. Et quand tu regardes la zone qu'ils font, c'est une zone mais catastrophique. La zone, t'as toute la raquette de libre, t'as juste un grand qui se met à l'intérieur. Après, il y a les règles aussi qui modifient un peu. Contre Denver, t'as peut-être pas trop intérêt à laisser la raquette disponible pour le coup. Voilà. Mais il se base sur le fait qu'en fait, tout le monde doit tirer à 3 points. Et, et je sais pas, en fait, si on va perdre ça avec cette NBA Europe, je sais pas si on va perdre cet ADN-là européen de jeu compact, dur. Alors après, oui, le spacing n'est pas le même, hein, la ligne de 3 points elle est plus loin. Voilà, on sait que c'est quand même des conditions un peu différentes. Mais c'est ça qui fait son charme aussi. Mais ouais, moi, ça serait tellement dommage. Regarde le jeu qui est proposé en jeu FIBA. Même quand Team USA vient en jeu FIBA, et ben ça joue mieux. Oui, mais ça galère. Leur niveau. Et ça galère. Ça galère. Ça galère contre des équipes où il y a quoi? Il y a 2 joueurs NBA, 3 joueurs NBA référencés. Oui, on regardait Coast of Gold là, enfin je regardais Coast of Gold, le documentaire sur les JO là, sur Netflix. Franchement, l'équipe des USA, elle peut pas être plus stack que ça. Genre. Ah non. Impossible. Et ça, sur le papier, ils devraient en mettre à 40 dans n'importe quelle équipe, quoi. C'est bien que c'est pas juste des individualités qui font les différences. Bon, à la fin, ils gagnent. Hein. Bah, et puis ils gagnent sur une individualité d'ailleurs. Bah oui, mais je veux dire, C'est des exploits. que tu penses, pour en revenir à ce qu'on disait, pour en revenir au sujet, est-ce que tu penses que cette NBA Europe, parce que là, David Kahn, il parle du commercial. Mais pour moi, l'Euroleague n'a jamais été aussi forte en termes de niveau. Il n'y a qu'à regarder les classements. Ça se joue à une défaite de moins de plus sur les top 8. C'est terriblement dense, quoi. Alors, l'argument économique, d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas sur... Parce qu'en ce moment, on est quand même vraiment sur un rapport de force entre Europe, USA, qui est quand même plus important que ces dernières années, j'ai l'impression. Depuis les JO, depuis plein de choses. On a quand même pas mal de joueurs américains qui sont référencés. Je pense à Kendrick Nunn qui, même si il a fait une grosse saison rookie, enfin pas drafté, qui a fait une grosse saison rookie, et bon, après la suite elle était ce qu'elle était, mais on a du Evan Fournier, Deloney Walker, bon c'est longtemps, hein. Il est venu en week-end, mais au moins il est venu. Mais il y retourne, mais je pense qu'il y a quand même quand on voit des mecs, tu vois, qui galèrent en NBA, qui vont jouer en G-League, revenir en NBA, repartir en G-League, c'est bien quand même qu'il y a aussi un peu d'ego de pas partir outre-Atlantique parce que c'est considéré comme moins bon. Mais on voit quand même le niveau en Europe, il est en train de... On n'a qu'à regarder les dernières MVP. Il n'y en a pas un qui est américain. Est-ce que tu penses, selon toi, que la NBA Europe, c'est aussi un projet pour calmer un peu cette montée en puissance de l'Euroleague en termes de niveau et dominer sur un autre continent, tout simplement? Je pense qu'il y a une part de ça. De toute façon, je pense que quand un pays essaye de se développer dans une autre région du monde, on va dire, sans parler de pays, puisque là c'est l'Europe, il y a toujours une volonté de soft power derrière. C'est-à-dire et encore plus avec les Américains, de dire, hé les gars, le basket il vient de chez nous, on a dominé pendant des années, là on est en train de voir, sans le dire, mais que les MVP au NBA ou les top 5 des joueurs NBA c'est dominé par les Européens, qu'à chaque compétition européenne ou mondiale on serre les miches parce qu'il y a un pays européen, il y a un pays européen qui passe à ça de nous taper. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une volonté de ralentir ça. Après, là où
où en fait, pour moi, le truc n'est pas viable, c'est que c'est trop installé, en fait. C'est trop installé. Quand tu vois un KD qui dit ça il y a 2 semaines, je crois, à peu près, un truc comme ça, qui dit je me verrais bien finir ma carrière au Barça, un mec comme KD, c'est un 100% pur produit américain. Il rentre parfaitement dans le jeu NBA. Puis il y a qu'à regarder Court of Gold pour comprendre que pas super fan, enfin pas qu'il va super fan, il respecte, je veux dire, il est vraiment là pour prouver au monde entier que les USA sont encore les meilleurs. C'est quand même l'un des plus incisifs là-dessus, je veux dire. Et particulièrement sur la France, quand même. Ouais. Et petit Gershon, je crois que Gershon, 23 est sur dos aussi, j'ai l'impression. il a un peu mal pris quelques coups de mal placés sur des remontées d'écran. Il y a des claques qui lui ont pas plu, c'est clair. Mais Non, puis après, moi je pense qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est hyper important là-dedans. En NBA, c'est bien, il y a du divertissement, ça reste malgré tout la ligue majeure, c'est très très cool à regarder. oui, parce que là on dit ce qu'on veut, on parle de niveau, enfin de défense, etc. On regarde quand même, hein. On regarde quand même, on va pas faire les acteurs à boycotter la NBA, les puristes européens, non. Alors, on va regarder la NBA, on va continuer. C'est deux trucs complémentaires, c'est tout. C'est ça. Et en fait, on n'a pas parlé de ça, mais la rivalité en Europe a une place tellement importante dans l'Euroleague. Rien que quand tu vois les deux clubs de Belgrade, quand tu regardes les matchs, les mecs sont bord du terrain, t'as l'impression qu'ils jouent au fin fond. Se sous-envoyer torse nu, mon gars. C'est T'as effrayant. l'impression qu'il vient te gratouiller un peu l'arrière du crâne comme ça. T'as l'impression qu'ils jouent au mail de Chenauve soir d'un derby. Hein. Les supporters, ils sont à deux doigts de te mettre une petite claque. Ouais, exactement. Ça a deux doigts de partir dans deux clubs de la même ville. De la même ville. Les mecs sont torse nu, il y a 30 000 personnes, et on veut nous faire croire que on va mettre la NBA. On va surtout nous faire croire à Los Angeles qu'il y a un derby à Los Angeles. Arrêtez les mecs. Arrêtez votre cinéma, les mecs. Il y a même pas. Le Blue Ball des Clippers, là. À partir du moment où il n'y a même pas un cop en NBA, tu ne peux même pas parler de derby et d'animosité. Et c'est ça, moi, que je reproche à la NBA. C'est quand on voit les All-Star Games aussi, les mecs sont tous potes, en fait. Il n'y a plus une rivalité. Plus une. Et ce qui faisait, je pense, la NBA d'avant, même si on ne l'a pas connue, mais quand les Bad Boys allaient jouer contre Jordan, les mecs se moutaient coude dans la gueule, ils se détestaient profondément. Ils se haïssaient. Oui. C'est pas on se déteste pendant 48 minutes, allez je te check, bon match gros, t'as bien joué, et on va boire une bière ensemble. Non, c'est les mecs se haïssaient. Ça se maillotchait. C'était atroce. Et ça en Euroleague, on le retrouve. Ouais, clairement. On le retrouve. Et ça, c'est un truc que les fans, ils aiment. Ils aiment. Regarde en NBA. Les Américains, ils aiment ça. Mais oui, regarde en NBA. Quand il y a deux mecs qui se chauffent un peu, en sachant très bien que personne... Mais déjà en NBA, si tu t'accroches 1,5 secondes après ton dunk à l'arceau, c'est technique directe. Donc à un moment donné, les gars... Oui, mais justement, quand il y a un petit accrochage entre deux joueurs, regarde quand Thompson, il a mis une prise de judo terrifiante à Tyler Hero au début de saison. Ah oui, Thompson, oui, Thompson, oui. Tout le monde était comme des oufs, parce qu'on s'est dit, c'est bien... Ça va se crack, c'est la nature humaine, comme ça, ils aiment ça, ils aiment les conflits, ils aiment les animosités. En NBA, t'en as plus. J'avais une déclat sur ça. En fait, depuis un peu l'incident du Palace, etc., avec les Pacers, où là, c'était clairement parti en couille. Ouais, là, c'était beaucoup trop. Beaucoup trop, ouais. Même en tant qu'Européen. En fait, depuis ça, ils n'ont fait que rajouter des règles, même des règles implicites, hein. Pour cadrer et ne jamais perdre le contrôle du match. Et en fait, on a certes perdu cette animosité qui fait aussi la beauté du sport, et qui parfois en fait son point faible, quoi. Ouais, mais regarde en Europe. Bon, en Europe, il y a quand même cet entre-deux. Après, je sais pas trop ce qui se passe en coulisses. Je sais pas trop ce qui se passe devant le stade. Hein. En tout cas, à l'intérieur, ça a l'air d'aller. Mais en tout cas, entre joueurs à l'intérieur, les plus gros incidents qu'on a eu, c'était même pas de l'Euroleague, c'était récemment là, un match de Pro B. Je sais plus exactement qui c'était. Je pense à côté de ça. C'était Vichy ou un truc comme ça, ou peut-être Chalon, je sais plus exactement. Faudrait que je vérifie. À la fin, oui. Ah non, vraiment, c'est parti vraiment loin. Poussé, il y a des patates qui sont parties et tout. Et ça 2 fois. C'est des copains, gros. Des copains aussi. Ah, c'est le sport. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est les seuls trucs qu'on a à dire, alors que on a en Serbie les publics et on va dire les peuples quand même. Ils sont assez chauds, sans chaud.
C'est pas les derniers, ils sont passionnés. Voilà. Ils sont passionnés. Passionné. Bon passionné. Eh ben, on a quand même 2 clubs de la même ville. On n'a pas eu un seul Malassade de Palace comme on a eu. Malissade de Palace, pardon, c'est mieux. Euh, Mais on n'en a pas eu. Oui, peut-être qu'en coulisses, ça se la fout, mais comme en NBA, quand on a vu des Jimmy Butler, le Heat attendre le Jokic comme ça, ou Plusieurs quand même. à plusieurs. Parce que je pense qu'il y avait les deux frères. Il y avait des frères Jokic qui étaient... On était français là aussi. Hein. Exactement. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est partout qu'il y a des trucs en coulisses qui se passent où on n'est pas au courant. N'empêche que sur le terrain, bah, les mecs d'Euroleague, ils donnent l'exemple. Ils se maillotchent. À la fin du match, ça serre la pince, bien joué, même s'ils se détestent, et fin de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est l'essence même On a du vu par basket exemple européen. à la blessure de Mathias Le Soir, quand ça, la prière, une prière collective au centre du terrain. C'était Baskonia, il me semble, l'équipe en face. Il n'y avait pas de différence entre les équipes. Bon, c'était un moment assez particulier. Hein. On imagine bien qu'ils n'avaient pas de Tayoshi à ce moment-là. Un peu dommage. Bonne image. Mais, ça fait partie aussi de l'esprit européen, en plus du collectif, du technique, etc. Il y a quand même cet esprit aussi un peu bagarreur, un peu revanchard sur les défaites. Bon, on retrouve quand même un petit peu en NBA, mais un peu plus doux, un peu plus soft. Hein. Je pense à cette nuit PJ Washington il y a 15 jours, qui avait fait le night après avoir battu les Warriors. Je peux te dire que le Steph il est bien content de le mettre en retour, quoi. Ça s'arrête là, quoi. Très mauvaise idée. Ouais, je pense que le PJ est en train d'apprendre à la dure. C'est 2 équipes qui vont peut-être se rencontrer en playoff. C'est pas mal. Hein. Et ouais. Et vu la nouvelle équipe de Golden State, j'aimerais pas être l'équipe qui va la rencontrer en 7. Hein. Ouais. Vraiment pas. Hein. C'est vrai que la Golden State, bon, on sort complètement de ce qu'on disait, mais on faudra en parler, je pense, sur les épisodes suivants, parce que ça a l'air de pas mal tourner pour l'instant. Bon, après, c'est vraiment le début de l'ère avec Jimmy Butler. J'espère qu'il ne fera pas imploser le vestiaire. Je te propose une petite transition en parlant d'Européens avec nos Français en NBA. On va faire un point assez rapide, parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on parle. C'est vrai que ça va assez vite. Qu'on est en de bonne compagnie, mon Adri. On se fond la poire quand même, c'est quand même vachement plaisant. Le format, je pense qu'on va Je brise le 4e mur. Et là, je m'adresse à vous, cher public. Le format, je pense qu'au début, on va pas être très bon en termes de gestion de temps, mais on va prendre le coup de main. Après, vous savez pas ce qu'on avait prévu. Donc pour vous, ça change pas grand-chose finalement. Oui, mais on sort d'une vidéo. On va quand même faire un petit point sur les Français en NBA en parlant d'Européens. J'aimerais revenir en premier lieu sur Gershon Yabusele. Le Gersh. Sur le Gersh, exactement, qui a fait un début de saison tonitruant. Et je pense que c'est peu de le dire. Et un été. Hein. Parce que pour moi, sa saison commence l'été. Hein. Oui, bien sûr. Quand il massacre les États-Unis et LeBron, qui démonte Anthony Davis et qui fait des matchs stratosphériques. En même temps, c'est ce qu'on appelle un buff. Hein. C'est ce qu'on appelle un buff. Euh, Pas sympa à scoltiner le Gershon non plus sur 40 minutes, je pense. Oh non. Mais je voulais parler avec toi de... Bon, on va pas parler très longtemps de la performance quality des Sixers qui est cataclysmique. Surtout, je crois qu'ils sont en 8 défaites ou 9 défaites en 10 matchs. Là, c'est cataclysmique. Très bon Paul George cette année, hein. Ouais. Très très efficace. Ouais, exactement. Qui passe plus de temps au Bahamas. Le Gershon qui en profite pour faire un peu ses stats. Mais est-ce qu'on ne sentirait pas... Alors, on est vraiment sur une étendue de match très courte, on est sur 4-5 matchs, un petit peu en diminution, on va dire. Un petit peu, après, je pense que c'est totalement naturel. Une saison est faite de haut et de bas, c'est pas la question, bien sûr. Ton équipe va mal, parce que malgré tout, performer dans une équipe comme les Sixers, parce que t'as des équipes qui vont mal, parce qu'elles sont juste catastrophiques au niveau roster. Là, le roster des Sixers, tout le monde, au début de saison, les avait annoncés à minima playoff, voire du top 5, top 4. Non, mais... Minimum. C'est que quand t'as aucune continuité dans ta franchise, t'as quand même un cas comme Embiid qui, je pense, prend beaucoup de place et en termes... Et ça match avec le retour d'Embiid. Hein. Exactement. Parce qu'en fait, Gershon, je vais te le dire, sur les 3 derniers matchs, là par exemple, il met 5 points, 4 points, 5 points. Bon, contre Brooklyn, il a 25% de moyenne, enfin 25% au tir. Et par exemple, contre Brooklyn, qui s'est déjà affronté le 13 février,
il est à 40% en marquant 5 points. Ça montre quand même, parce qu'il joue quand même 21 minutes, que le mec n'a pas un ballon, quoi. Bah oui. Mais forcément, parce que t'as Embiid qui arrive, qui joue 3 matchs dans la saison, qui arrive avec un ego surdimensionné, qui prend des tèges à 12 mètres, comme si c'était Trae Young. T'as quand même Paul George, on peut dire ce qu'on veut, qui est cataclysmique, mais c'est pas le dernier pour les ballons. T'as Tyrese Maxey, qui lui, pour le coup, vraiment pas grand chose à dire cette saison, rien du tout. C'est l'un des seuls, avec Gershon pour moi, où franchement, les gars, respect, même dans l'attitude, tout, patron. T'as quand même d'autres joueurs qui demandent des ballons. Enfin, c'est compliqué de faire sa place. Tyrese Maxey, c'est 27 points de moyenne cette année. Hein. Avec 6 passes. Il est 5e meilleur marqueur de NBA, mec. 5e. Ça c'est un gars typiquement, son équipe est top 10, top 8. Ça va au All-Star Game sans aucun doute. Et là, on n'y a même pas parlé, on n'en a même pas parlé une seule seconde. Il était même pas dans les débats. Son nom n'a pas été cité la moindre fois. Ah, mais vraiment. Exactement. Donc, c'est-à-dire, c'est quand t'as un poste 4 qui joue au large, qui tire à 3 points, et que t'as un mec comme Embiid qui revient dans une forme cataclysmique, c'est compliqué, je pense très très compliqué d'avoir un rythme, de savoir où se mettre, de savoir comment jouer, Dans tous les cas, Gershon, je pense que là, sa saison, malgré tout ce qui peut se passer encore avec la suite, je pense que sa saison sera réussie dans tous les cas. Avec le début de saison magnifique qu'il nous a fait, après un été magnifique, comme tu me disais, je pense qu'il va s'en mettre plein les poches l'année prochaine. Bah justement, j'allais te poser la question. T'es au front office d'une franchise qui veut Gershon. Combien tu lui files? Ouais, c'est compliqué ça. C'est compliqué, je suis pas un énorme spécialiste des contrats. Moi, à mon sens, au vu de ce qu'il a pu montrer, ce qu'il est capable de faire, je lui file du 10-12 millions la saison sans aucun souci. Ah ouais? Moi, ça me paraît pas déconnant. Pas moins. Parce que le gars est quand même passe-tout sur le terrain. Il apporte une physicalité. Franchement, c'est impressionnant, quoi. Puis niveau attitude, il n'y a rien à dire. Quand on parlait justement tout à l'heure de En Euroleague, guise de Hustle, lui, ça va, quoi. Il se développe plutôt pas mal. justement, l'Euroleague lui a tellement apporté en maturité dans le jeu quand tu compares les matchs de Gershon. Alors oui, il n'avait pas sa chance. Le carquois du Gersh qui sort. Non mais, quand on compare son attitude aux Celtics, qui n'était pas cata non plus, hein, d'ailleurs, hein, c'était pas... Mais là, il arrive... Là, pour moi, Gershon, c'est un patron. C'est un patron. Il est déjà respecté comme tel. Le mec a joué 2 mois. Tout le monde était unanime pour dire Gershon. Les fans des Sixers, franchement, ils sont tellement hype, tellement contents de ses prestations. En tant que Français, ça fait quand même plaisir à lire. C'est exceptionnel. Non, Gershon, franchement... Franchement, Gershon, gros GG. On sait que tu regarderas parce qu'on est quand même vraiment des bons amis. Mais franchement, continue comme ça. Si tu passes par là, Gershon, et que tu envoies un petit billet d'avion pour ta prochaine franchise avec tes 10-12 millions, il n'y a aucun problème, on prend. J'enchaîne avec peut-être, je dirais Zachary Rizaché. Numéro 1 de draft. Il est à 11,6 points, 3,6 rebonds, 1,3 passes cette saison. Il est très en forme sur les derniers matchs, par contre. Je crois que sur ces derniers matchs, il était à plus de 60 points cumulés, bien sûr, avec 0 perte de balle. Ce qui est une stat intéressante à souligner. Il sort d'un match contre les Pistons avec un score extrêmement défensif de 148 à 143 en faveur de Détroit. Très gros match de Kate Cunningham. Bah, en même temps, quels matchs de Kate Cunningham ne sont pas des gros matchs en ce moment? Je te laisserai me répondre. Il sort quand même avec 19 points, 6 rebonds, 3 passes, qui est une feuille de stats très remplie et très propre. Laisse-moi juste te parler de ses pourcentages. Qu'est-ce qu'il fait contre Détroit? Il est à 67% à 3 points et 50% au tir. Donc franchement, pas grand-chose à dire. De ce côté-là, toujours pas de perte de balle. Donc un gros GG à Zach. Mais, si on prend la saison au total, est-ce que pour toi, il répond aux attentes? Non. On va pas... Ah ouais, c'est un... catégorique. Non, on va pas enterrer Rizaché parce que je pense que c'est un bon gars et c'est un gars qui a besoin de temps.
Et ça, je pense qu'on pouvait s'en douter avant même qu'il arrive en NBA. Exactement. Et c'est là où, à mon sens, le fait d'être pris en premier, ça rajoute une certaine pression de se dire, dans la tête des gens, dans la tête des franchises, dans la tête des joueurs, t'es pris en premier, tu dois être prêt à jouer. Ce qui est logique, ce qui s'entend, du moins. Pour sa défense, sur quand même... Alors, c'est le deuxième Français pris de suite en numéro 1. Et il passe derrière un sacré concurrent, quand même. C'est un Wemby qui, lui, n'a pas attendu pour répondre aux attentes. Maintenant, il y a qu'un fait dit comme ça, on aurait été un peu déçu qui met 2-3 saisons à se mettre en route. Est-ce que ça a pas un peu... Est-ce que tu penses que ça lui a fait défaut, ce statut, cette attente sur lui? Je pense parce que... Et même pas que à lui, en fait. C'est-à-dire que je pense que depuis Franck Ntilikina, qui a été choisi 5e, 7e, il me semble. 7e, 7 ou 8, ouais. et c'était peut-être Hayes en 5. Kylian doit être 7 et Franck 8, un truc comme ça. Ok. Mais bref, qui est quand même drafté top 10 et qui n'ont clairement pas répondu aux attentes, hein, pour les deux. Pas du tout, sans vouloir être méchant. Kylian qui est retourné en NBA. Oui, et on espère qu'il trouvera sa place. J'ai quelques doutes, mais on l'espère. Je pense en fait que c'est très compliqué pour les Français d'arriver, de drafter aussi haut. Parce qu'en fait, il y a une certaine attente. Et en plus, encore plus avec Lucas Wemby, parce qu'on va pas se mentir qu'il est arrivé un an après Wemby. Wemby, ça fait 3 ans que tout le monde en parle et que tout le monde sait que le mec va être drafté top 1. 4. C'est quoi, c'est depuis qu'il a affronté Holmgren en championnat U19, U20 Ouais, Holmgren. On voyait aussi des vidéos à Nanterre où il faisait un 2 contre 2. C'était avec Maxime Reynaud, je crois, à cette époque-là. Donc Maxime Reynaud Wemby contre Vincent Poirier et Rudy. Où il mettait des tèches terribles sur Rudy Gobert qui était sur une saison de Deep-Boy. Oui, c'est quand il y a justement les vidéos d'un contre un où il fait un 1-1 avec Gobert. Ouais, c'est sûrement ça. Donc, en fait, on peut pas comparer la hype, même la QV. Non. C'est pas une QV qui est exceptionnelle, en tout cas pour l'instant. On s'y attendait, les spécialistes s'y attendaient. Mais il est quand même à 12 points de moyenne, 4 rebonds. En fait, c'est ça. Sa saison est pas mauvaise, c'est très loin d'être mauvaise, même pour un rookie. C'est une bonne saison pour un rookie. Mais pour un numéro 1 draft, c'est quand même compliqué, surtout dans une franchise comme Atlanta, où on en pense ce qu'on en veut de Trae Young, mais ça libère quand même le ballon. Il a des opportunités, il a du temps de jeu, il a, on va dire, tout ce qu'il faut pour performer. Après, c'est peut-être juste une adaptation qui a pris 3-4 mois, et que là, on va enfin découvrir son vrai potentiel, que l'année prochaine, il va fermer des bouches, il va être à 20 points de moyenne, avec des stats au tir absolument incroyables. Gros potentiel au tir par contre. Mais pour le moment, c'est un constat qui fait que ça reste quand même un peu décevant par rapport au top 1, par rapport à ce qu'on nous avait annoncé Je comprends. et à ce qu'on pensait. Mais C'est en dents de scie. Ça, on peut pas le nier. C'est en dents de scie. quand tu compares par exemple avec Bilal, qui est arrivé dans Bilal, l'ascension de Bilal, je me souviens que j'allais le voir. Alors, c'était quand franchement, ça va être 2021, peut-être. J'allais le voir. C'était un match d'espoir entre JDA et Paris et le Valois. On se disait, tiens, le 12, là, je crois que c'était le 12, c'est un U18. Et le mec, en fait, franchement, c'est inimaginable. athlétique, hein. Et l'évolution est, enfin, je sais pas, ouais, aussi rapidement. Mais tu vois, pour en revenir à Bilal, c'est que Bilal est arrivé dans une cuvée, parce qu'il est drafté la même année que Wemby, où en fait, il est dans l'ombre de Wemby, la même cuvée. Ce qui fait que les gens ont en soi très peu d'attentes sur lui. Du moins, beaucoup moins, parce qu'en fait, Wemby a mis la barre tellement haute que le français de la cuvée, c'est Wemby, c'est pas Bilal. Là, le français de la cuvée, c'est Rizaché. Et quand tu vois Bilal, la première saison qu'il fait, qui est loin d'être décevante, mais qui est loin d'être au niveau de celle de Rizaché, je pense, statistiquement, c'est bien en dessous la saison de Bilal. Sa saison rookie, c'est 8,4 points, 1,7 passes, 4 rebonds. C'est pas mauvais. Il est à 43% au tir et 34 à 3 points. Même 35 à 3 points. Et là, il est à 27% à 3 points. C'est ce que j'allais dire. Un peu, parce qu'il prend plus de tirs. Je sais pas encore s'il en prend assez, mais il en prend plus. Le profil non plus. Pas le même profil. On sait qu'il a beaucoup bossé sur son tir. Ça se ressent
un petit peu parce qu'il en prend plus, mais sur les pourcentages, 27%, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas énorme. Mais il a 12 points de moyenne. Il défend comme un chien. Et je pense que le potentiel, en termes de marge de potentiel, est terrible. Terrible pour Bilal. Mais tu vois, deux profils différents dans le jeu, mais un petit peu similaires, de par l'âge, de par le poste, de par tout ça. Et au final, bah, tu vois que d'une année à l'autre, parce que tu as Wemby d'un côté et l'autre t'as pas Wemby, bah, les attentes sont pas les mêmes. Alors que Bilal fait une saison bien moins bonne que celle de Zachary cette année. Et on en a beaucoup moins parlé. Donc c'est un peu décevant pour l'instant pour Zachary, mais bon, c'est le temps et on va voir. Je pense que l'année prochaine, il sera déjà un peu plus prêt. Ouais. Ça m'a l'air d'être un gros bosseur, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes cette saison. Puis il y a l'Eurobasket. Peu le forme. En basket, on a quand même pris un coup sur la tête avec la thrombose de Wemby, Ouais. qui, J'espère qu'il se en remettra tant bien. que fan des Spurs, m'a coupé les jambes, comme dirait Erwan Abotret. Tu ne peux plus supporter, t'es obligé de quitter la table, quoi. J'ai dû mettre dans le noir pendant 2 heures, ouais. Pour un peu réfléchir, un peu process ce que je venais de lire. C'est-à-dire que vraiment, j'ouvre Insta, j'actualise mon feed, tu vois. Et je vois un post des Spurs, tu vois, le genre de post où c'est vraiment juste un... Tu sens qu'il y a un truc. Non, c'est juste du texte, tu vois. C'est une photo d'un document, tu vois. Et tu vois, Victor Mbanyama, aucune description. Là, je me dis, attention. Et là, je lis thrombose, tu vois. Je me dis thrombose, je pense à Chris Bosh, tu vois. Je me dis, comment ça? Comment ça, thrombose? Carrière tragique. Ça, apparemment, ce serait moins grave. C'est dans le haut du corps, dans l'épaule que Chris Bosh, il me semble que c'était dans la jambe. C'était au cœur, hein. Oui, mais ça, c'est remonté, mais c'était dans la jambe. Et on le verra certainement pas à l'Eurobasket. Parce que même si il pourrait jouer, je vois pas les Spurs dire ouais, c'est bon, tranquille. Sachant qu'ils ont quand même dit qu'ils pourraient sûrement être là, étaient optimistes pour la saison prochaine. Donc je suis pas certain qu'on le voit à l'Eurobasket et c'est très dommage. Malgré tout, on n'a pas fait le tour de tous les Français, on le fera au fur et à mesure. Je pense que l'avenir de l'équipe de France s'annonce radieux. On n'a rien inventé en disant ça, mais c'est important à souligner, parce qu'on a quand même des sacrés joueurs. Je pense à Alex Sarr, qu'on n'a pas cité, qui est en pleine bourre en ce moment, même si là il est blessé. Qui a 12 points, 7 rebonds de moyenne. Un potentiel, enfin, si on parle de potentiel, là je pense que c'est aussi limité. L'axe défensif de l'équipe de France d'ici 2-3 ans, avec Bilal, Sarr, Même Zachary, hein. Rizaché, Wemby. Wemby, par exemple, et Alamène. C'est pareil, Alamène avec nous, Alan Traoré, et avec ce qu'on a déjà là depuis 1 ou 2 ans en meneur, je pense quand même que tu as de quoi avoir une équipe plutôt solide, plutôt pas mal. C'est clair. Moi, franchement, je suis très hype. Même, bon, Wemby, ça m'a mis un coup dans la nuque, comme je l'ai dit, mais je suis très hype pour cet été. Alors, on se parle, on est déjà qualifié parce qu'on a gagné contre la Croatie d'un Mario et Sonia Terrible. qui a mis 37 puntos. Fait partie des joueurs moyens de NBA qui, dans le jeu FIBA, sont absolument indéfendables, quoi. Franchement, c'est terrible. Donc, on est qualifié. On a gagné de quelques points en Croatie dans un traquenard pas possible. Et on joue ce soir contre la Bosnie-Herzégovine. Mais bon, un match qui comptera entre guillemets pour du beurre, même s'il y a quand même la fierté de gagner. Travailler un petit peu. Mais je suis très hype pour cet Eurobasket. Et je parle du principe, franchement, que si on le gagne pas, ce serait oui, si. Je serais déçu qu'on le gagne Un pas, peu en fait. décevant. Bah oui, clairement. Je pense qu'en tant que vice-champion olympique, même si, bon, on a eu le parcours qu'on a eu en... Merci, merci Mathieu. Merci Mathieu. Mais c'est une très grosse équipe du Japon quand même, hein. Avec Hachimura qui s'est fait exclure, on le rappelle, hein, qu'on s'est pris on fait quelques points par... Un petit meneur de N2, là. j'ai oublié... C'est quoi son nom déjà? Il joue aux Grizzlies, là. Ouais. Bref, on le voit pas aux Grizzlies, il nous a fait une misère pas possible. Kawamura, je crois. Oui. Non, moi, je suis vraiment très impatient que cette compétition commence. Hâte de voir. Ouais, même le niveau global européen, Hâte de voir Fautou. ouais, d'avoir Fautou, bien sûr. Les choix qu'il va faire. Est-ce que ça va être dans la continuité de Vincent Collet? Est-ce qu'il va vouloir mettre sa patte à lui, changer? Et justement, petite question.
Parce que dans cet Eurobasket, il y aura un poste qui sera très compliqué à choisir et j'aimerais pas être sélectionneur pour ce poste-là. C'est le poste de meneur? Exactement. Et justement, ouais, petite question, petite take à prendre. T'es faux tout dans 4-5 mois maintenant. Sérieux? Non, c'est bien évidemment Ah, fictif. c'est- C'est bien évidemment c'est fictif le tout début ça. du jeu. Exactement, c'est le Ok, début du pardon. jeu. T'es faux tout d'ici 4-5 mois. Tu dois choisir deux meneurs, trois meneurs de jeu. Qui tu prends? Si la saison s'arrête maintenant? Ouais, ça, la saison s'arrête maintenant en prenant le niveau de jeu, la compatibilité avec l'équipe. Eh ben, je vais Tu es sélectionneur, tu dois prendre les je vais meneurs peut-être, qui... Peut-être se surprendre, mais je prends Jean-Baptiste Maille, figure-toi. Bien sûr que non. Là, franchement, là, t'es un peu salaud. Parce que, Ouais, bah écoute, non, mais je veux on est dire, là pour ça finalement. c'est tellement, il y a tellement de réflexions à avoir sur ce poste. Je pense que je vais réfléchir à haute voix. Si on part de ce qu'il a pris Fotou pour de vrai, là, pour cette fenêtre, donc, avec les joueurs NBA pas dispo, on a compris. Il a fait le choix de pas prendre Nadir. Choix très discutable. Il a fait le choix de pas prendre Sylvain. Très discutable aussi. J'en oublie un? Ou pas? Je ne crois pas. Pas qui me saute aux yeux comme ça. Il a donc pris Mathieu, Andrew et Maedon. Et Okobo? Okobo, oui, mais j'ai mis plus sur un poste 2. Ah, Un, d'accord. Ok. Tu le mets en combo, oui. Euh, On va parler en termes de cohérence. C'est-à-dire que tu as quand même deux profils avec Mathieu et Andrew qui sont quand même très défensifs, même si Mathieu est largement capable de scorer, et ça fait au moins 2, si ce n'est 3 ans, qu'il le montre en championnat de France et en Euroleague. Bien plus fort offensivement. Bien plus fort offensivement, bien sûr, bien plus armé offensivement. Tu as quand même deux chaînes garde. Parce que Mathieu, oui, tu as Mathieu 40 minutes sur le dos, Andrew pareil, sympa les rotations. Tu vois, le mec s'en va, t'es content. Tu vois que c'est le même qui rentre. Un peu relou. Sympa tes montées de Ouais. balle. Donc, certes, sous-dimensionnés quand même, sont dimensionnés. Même s'ils sont quand même solides physiquement. Et à côté de ça, t'as Théo, qui lui fait une breakout season en Euroleague. Il est injouable en Euroleague. Injouable. J'ai pas ses stats là, mais c'est démentiel. C'est même carrément démentiel. J'essaie de trouver ses stats pendant que je parle. Vas-y, parle et je vais chercher si tu veux. Ouais. Le débat, il est sur Nadir et Sylvain. En fait, ça dépend ce qu'on veut. Ça fait plusieurs années où on dit l'ADN de la France, ce sera la défense. Ce qui est tout à fait sensé. Je te coupe. Il a 16,7 points par match. 16,7 points. Ouais. En Euroleague ou en général? En saison régulière. Donc en saison, quoi. Voilà. 2 rebonds et 2 passes. 2 passes, tu vois. Donc, Ouais, qu'une seule perte de balle. t'es vraiment sur le scoring, même s'il est quand même capable de faire 2 passes, hein, c'est pas le sujet. Mais si tu sur l'ADN de la France et la défense, ok. Il n'y a pas de problème. Maintenant, et c'est ce qu'on a pu voir sur le début de compétition, Te coupe, j'ai mal regardé. Il a 14,8 points, 5 rebonds, 4 passes et presque une interception par match. très très solide dans un championnat comme l'Euroleague. Hein. Je disais, oui, dans des compétitions comme les Jeux Olympiques ou même encore avant, tout ce qui est Coupe du Monde Euro, est-ce que tu veux un pétard ambulant, comme j'aime l'appeler, qui me terrifie sur le banc? Petit chalumeau, hein, à dire. On sait que c'est un joueur qui a. Bon, ça paraît un peu bizarre de dire ça maintenant parce qu'il fait vraiment une très grosse saison sur son Euroleague. Mais il peut être un peu pilou face de temps en temps. Bien sûr. En tout cas, beaucoup plus que Théo Malédon. Maintenant, si tu me demandes réellement de choisir 3 meneurs là, maintenant, là, je pense que je suis obligé de prendre Théo. Je suis obligé de prendre Théo. Je prends Mathieu. Est-ce que tu privilégies le pétard ambulant, comme tu as très bien dit, de Nadir, ou la stabilité et l'expérience d'Andrew Ou Sylvain. ou Sylvain?
Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas de bonne réponse parce que peu importe ce que je vais dire, je vais me dire, ouais, mais du coup, je vais manquer de ça. Enfin, là, si je prends Sylvain, Ouais. je me retrouve avec Mathieu qui fait tout à fait 1m82, 3, ouais, 4. Sylvain qui est peut-être encore plus petit. Ouais, je sais pas si t'appelais un 80, Sylvain. Il me semble qu'il fait un 78. Ouais, enfin, 80, quoi. Ça risque d'être complexe, quoi. Ça, c'est des meneurs, pareil. Je pense à c'est Abramovic, par exemple, en Serbie. Et des mecs comme ça qui sont comme assez grands. Bon, certes, offensivement, il n'y aura pas de difficulté, mais Après, ce que je me dis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais je me dis, sur les autres postes, on est fourni en taille. En fait, il y aura que ce poste-là où on sera un peu sous. voir avec qui, toi. Moi, pour moi, alors grand respect à la carrière d'Andrew et à ce qu'il a pu faire. Andrew qui va gentiment. J'adore. En plus, j'ai vraiment beaucoup apprécié Andrew pendant de nombreuses années, parce que pour moi, c'est vraiment un élément essentiel de l'équipe de France. Mais pour moi, Andrew. Il a plus passe. Non. Non, parce que ce serait hyper dur, à mon sens, de ne pas prendre trois de ces jeunes meneurs. Ça se défend, franchement. Pour moi, c'est Mathieu et Malédon sont, à mon sens, des joueurs essentiels. Malédon, j'ai quelques réticences par rapport à l'attitude, comme on avait pu voir il y a 2-3 ans. On avait entendu quelques petits écarts, on va dire. Donc voilà, mais on a tous le droit à une seconde chance. Et vu la saison qu'il fait, je pense qu'il est totalement légitime d'être dans cette équipe. Donc Malédon, sans aucun problème. Mathieu, au vu de ce qu'il a montré, là, si on parle en termes d'attitude, c'est un mec qui est sûr. Tu sais que qui joue pas beaucoup, il va te donner à 400%, il va t'apporter. Donc pour moi, Mathieu, c'est du 100%, t'es obligé de le prendre. Okay. Si Mathieu n'est pas pris, pour moi, c'est un scandale. Ça n'a pas de sens, clairement. Donc je prendrais Malédon, Mathieu, et moi, pour l'avoir vu jouer plusieurs fois en vrai, gros coup de cœur pour Nadir, parce que Capable d'apporter cette fougue qui peut changer le match. le mec, en fait, peut jouer 10 minutes et te foutre 20 points. Sur des tirs stratosphériques. 10 minutes et faire 0,39. Bien sûr. D'accord. Mais c'est pas ce qu'il fait en ce moment, on va dire. Mais ouais, ces derniers temps, il a quand même montré plus de stabilité dans ses performances que de. Je pense notamment, tu vois, je suis allé voir il y a 2 semaines le match contre l'Asvel, où il fait un début de match cataclysmique. Enfin, Paris fait un début de match cataclysmique. Même ils prennent 10 points, je crois, en l'espace de 2 minutes, dès le début du match. Ouais. Et on voit Nadir qui met pas ses tirs, qui a pas les ballons qu'il veut, qui se frustre un peu. On le voit même en tant que spectateur dans la salle. Tape dans ses mains, tu sens qu'il est un peu frustré. Okay. Il sort, il rentre 5 minutes après, il te fout 2-3 points. Et les 3 points, c'est pas des catch and shoot dans le corner, tranquille dans un fauteuil. J'imagine. C'est des 3 points cross. Il fait son fameux side step là, 12 mètres sur le côté. Il te prend un tir sur une jambe et c'est filoche. Et une fois qu'il a mis ces 2 tirs là, il rentre dans le match, il finit à 24 points, un truc comme ça, je crois. Donc moi, c'est ce truc-là que j'aime beaucoup. Beaucoup d'apporter, c'est vrai. Et d'autant plus que Nadir, tu peux le faire jouer avec tout le monde. C'est-à-dire que tu peux le mettre en combo. Ce sera très petit, très sous-dimensionné. Mais on le voit avec Paris Basket, il joue pas meneur. Nadir, c'est un... T'as quand même un sacré client en poste de meneur, quoi. Oui, mais du coup, il joue poste 2. Et il est très bien, il s'épanouit dans ce poste 2. Ouais. Il monte la balle, il joue évidemment meneur par période, mais je veux dire, c'est pas le meneur de l'équipe. Le meneur de l'équipe, c'est TJ Short. Oui. T'as aussi Maodolo qui prend la main de temps en temps. C'est-à-dire ça tourne en fait sur les postes. Ce qui est intéressant avec Nadir, c'est que tu peux le mettre avec Eli Okobo qui prend la main, se partager la main à 2. Tu peux le mettre avec Malédon. Tu peux le mettre avec Strazel. Tu peux le mettre avec tout le monde. Qui va scorer. Après, j'ai du mal à voir le combo Nadir Okobo. Pour moi, c'est un peu le même genre de joueur. Sans dire que ce sera le combo parfait, mais oui. De gaucher, déjà. Ils vont... Deux pétards ambulants. Beaucoup dans l'un contre un. Quand t'as des joueurs comme Victor, des mecs comme ça qui vont avoir beaucoup de ballons, tu vois. Ah oui, bien sûr. Je sais, en avoir 2 sur le terrain en même temps, c'est ça qui... Je suis pas certain. Je te parlais, tu sais, par phase de 2-3 minutes, t'es un peu bloqué offensivement. Tu fous les deux, là. Tu sais que ça peut te débloquer des situations quand même, quoi. En fait, je pense qu'il y a des arguments pour tous les joueurs et que c'est un débat qui est très subjectif déjà, qui dépend de beaucoup de choses, la vision du jeu, de ce qu'on veut en équipe de France. Mais après, il faut essayer, je pense. On a vérifié, on l'a vu peut-être. Je crois qu'il a 2 sélections.
une sélection sur des fenêtres internationales qui n'étaient pas de grande importance. Malheureusement, ce qui est dommage parce que je l'ai pas pris non plus, hein, mais parce que j'apprécie beaucoup et il mérite totalement au vu de ses performances, mais j'ai bien peur que ce soit encore Sylvain qui soit pénalisé cette année. Hein. Ah bah c'est sûr. Franchement, je pense que c'est sûr. Il y a, à mon sens, il n'y aura pas trop de débat. Déjà l'année dernière, pour moi, très compliqué de pas le prendre, du moins dans la présélection. Là, je pense qu'il va encore être encore passé à l'as, quoi, le pauvre Sylvain. Je vais te dire, tu prends pas Nando, mais il a arrêté sa carrière internationale. On reste pas à Nando, mais... Attends, je suis ouf ou... Si, il a arrêté. Oui. Il a arrêté. Il Batum aussi. Oui, Batman aussi, ouais. Qui a fait sa dernière. T'as l'air du bat. Ok, très bien. Bon, ça fait déjà 1 heure. ouais, quasiment 1 heure. Est-ce que je peux te proposer un petit qui suis-je pour terminer l'émission? C'est l'heure du qui suis-je? C'est l'heure du qui suis-je? Alors, qui suis-je? Joueur NBA, bien sûr, joueur NBA. Qui suis-je? Je suis né le 3 novembre 1987. 1080, Non. c'est juste ça ou quoi? 1987 à Clinton, aux États-Unis. 87. 87. Meneur de petite taille, je joue 3 saisons universitaires dans la célèbre fac de North Carolina où je suis champion NCAA en 2009. Après ce titre, je décide de me présenter à la draft et je suis choisi en 18e position par une équipe de la conférence Ouest. Mais je suis directement échangé dans une autre franchise de la conférence Ouest où j'effectue mes 2 premières saisons plutôt satisfaisantes. Lors du lockout de 2011, je pars aux Algiris Kaunas pour revenir en NBA en grande forme. De 2011 à 2015, j'enchaîne les saisons à plus de 15 points par match de moyenne et m'impose comme un très solide meneur NBA. Mais à l'aube de la saison 2015-2016, je suis échangé à Houston, puis pars cette même saison dans l'Indiana. Durant ces 2 saisons, je me fais très discret avec 5 points de moyenne en raison de problèmes extrasportifs. Je pars ensuite une saison aux Kings dans une équipe où la stabilité mentale n'est pas le mot d'ordre. Bizarre avec les Kings. C'est mental carrément. Je pars ensuite une saison en Chine, puis aux Wizards de Washington. De 2017 à 2022, où je prends officiellement ma retraite, j'enchaîne les clubs sans aucune stabilité, en quête de renouveau pour ma carrière. Dernier indice qui vont sûrement t'aiguiller dans ta recherche. En raison de nombreux problèmes d'addiction, je passe d'un meneur prometteur pour de longues années dans la Grande Ligue à un bon petit meneur qui aura eu une véritable carrière pendant 6 petites saisons. Qui suis-je, Adrien? J'ai peur de dire des bêtises en fait. Parce qu'on est sur une période de 2009. J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui est 2007 à 2011-12, je me confonds toutes les années. Mais je dirais Ty Lawson. Exactement, Adrien. Félicitations à toi. C'est les addictions à la Tu remportes ce qui suit. Je pensais à Ty Lawson au niveau déjà des performances et de la période. Et le lockout, là, ça m'a fait penser à lui. Donc j'ai préféré attendre que tu termines avant de te répondre. Mais... Je t'avoue que je ne connaissais pas ce petit passage aux Algiris. Ah ouais? Non. Bah, Zalgiris, je ne savais pas, mais je me souvenais j'ai eu l'info qu'il était venu en Europe, quoi. Très intéressant. Très fort joueur, Ty Lawson, avant de sombrer malheureusement dans l'alcool et la drogue. Une belle... Il n'avait pas un bracelet électronique à un moment donné, lui? Je crois bien, si. Une belle équipe des Kings à ce moment-là. Avec Matt Barnes, Zach Randolph, Ty Lawson. Très kiffant, les gars, Ty Lawson. Très kiffant, bien sûr. Un gros GGL. Qui formait un magnifique duo avec de Manimal, Kenneth. Oui, qui a fait une courte carrière lui aussi, malheureusement. Team USA. Alors, Team USA 2012, je crois, qui en fait partie. Mais bon, voilà. C'est sûr, ce magnifique qui suis-je proposé par Jus, que ça termine ce premier épisode. On est bien conscient qu'on va se trouver dans le format, etc. De toute façon, ça peut pas être carré dès le début, parce que ça fait quand même 1 heure. Alors, on va quand même commencer en disant 30 à 50 minutes. On a bien débité. Le premier épisode, c'est en 1 heure. Mais merci en tout cas de l'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes toujours là. Regardez sur YouTube. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode, tout simplement. Si je peux me permettre. Oui, bien sûr.
n'hésitez pas, pour les peu d'auditeurs peut-être dès le début, Ah non, moi je compte vraiment qu'on pète. qu'on pète directement, Ouais. non, mais à nous mettre des exemples ou alors des idées que vous avez en commentaire de sujets. Ouais, ou même réagir si vous voulez réagir à ce qui a été dit, parce que c'est faire du débat. Hein. NBA Europe, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du choix des meneurs, tout ça? On aborde des sujets très subjectifs qui dépendent comme je dis, de plein de trucs. Interagissez, Donc, quoi. bien sûr qu'il y en a qui sont d'un autre avis, etc. Donc, ce serait hyper intéressant de vous lire. Si vous êtes deux à interagir, ce sera toujours ça. ce sera Ouais, toujours cool pour n'hésitez nous. pas, ne soyez pas timide. En tout cas, merci beaucoup et on vous dit à la prochaine. À la prochaine, les mecs. Ciao.